Des premiers flocons de novembre, à la fonte des neiges au printemps. En montagne, les hivers se suivent et se ressemblent, avec le blanc des sommets comme perpétuel horizon. Mais la planète se réchauffe progressivement. Et quand le désert avance, la neige, elle, recule un peu plus chaque année. En 20 ans, la limite plus neige dans les Alpes est passée de 1200 mètres d'altitude à 1600 mètres en moyenne actuellement. Pour pratiquer les sports de glisse à l'horizon 2050, il faudra aller plus haut, toujours plus haut. Ou apprendre à aimer la montagne différemment. Un peu partout dans le monde, les stations commencent à s'y préparer. Loin de se résigner à voir disparaître les sports d'hiver, les professionnels imaginent d'ores et déjà les vacances à la montagne de demain. T'as un verre, Ouais, j'ai une tasse. Héloïse, un petit café avant Merci. d'attaquer. Allez, merci bien. Ce matin, la question du manque de neige ne se pose pas. Ouais. Il est 7 heures. Héloïse, Christian et Fred, les pisteurs secouristes de la station, s'apprêtent à ouvrir le domaine skiable. Il y a 2 mètres de poudreuse en haut des pistes, des conditions de travail idéales, mais qui nécessitent une préparation minutieuse, en particulier pour le 4e mousquetaire de l'équipe, Choco. Donc, tous les matins, je prépare mon chien de travail, donc Choco, chien d'avalanche. Entre autres, une préparation des coussinets avec du corps gras type vaseline pour lui protéger d'éventuelles blessures dues à la neige givrée. J'y vais ? Ok. La première à ouvrir le bal, c'est Héloïse. Dans son ancienne vie, elle travaillait dans l'audiovisuel à Paris, avant de tout laisser tomber. Il y a 2 ans, elle a décidé de suivre la formation de pisteur secouriste, pour vivre à l'année dans ce décor de carte postale. J'y vais. Un virage à 180 degrés, dont la jeune femme de 38 ans se félicite encore aujourd'hui. Et ben en fait, je crois que c'est un rêve de gosse. Quand j'étais petite, j'avais envie de faire ce boulot. Je sais pas d'où. Enfin voilà, moi je venais skier ici. J'ai passé toutes mes vacances ici en fait. Et en m'installant ici, et ben l'envie est revenue en voyant les copains, en voyant voilà, les vestes jaunes et noires sur les pistes. Et ben je me suis dit allez, en fait peut-être je pourrais essayer, ouais. Ouais, vous pouvez chausser. Les snows, vous pouvez chausser. Ce matin, nos pisteurs ont des invités. Vous êtes des bons skieurs. Bonjour à tous, juste une petite chose, j'ai pris le chien qui est un chien d'avalanche. S'il vient vous voir, ne le caressez pas s'il vous plaît parce qu'il risque de se faire couper par les skis après. Merci beaucoup. Ces skieurs ne sont pas des professionnels, mais des vacanciers. Ouais, du coup tu passes devant Fred ou... Ouais, donc Fred il va passer devant et vous suivez. Et puis voilà, profitez bien. Ouais. Ils sont une quarantaine Moi, je vais faire... à s'être levés aux aurores pour participer à la First Track, une des attractions phares des Arcs, importée des États-Unis en 2008. Voilà, va devant. 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 Très bien. Voilà. La station propose aux fans de glisse d'être les tout premiers à déflorer la neige. Un luxe jusque-là réservé aux seuls professionnels. Je pense que c'est un privilège, ouais, la Force Track, parce que je sais pas si toutes les stations proposent ça, mais voilà, quand on les voit là, enfin, les gens ils ont l'air contents, ils trouvent ça beau. Je pense qu'ils doivent estimer qu'ils ont de la chance de faire ça, ouais. Ouais. Depuis le lancement de la First Track, le succès est au rendez-vous. Chaque année, près de 1000 personnes déboursent environ 15 € pour dévaler les pentes encore endormies de la station. Mais pour combien de temps encore ? Dans 30-50 ans, la First Track, peut-être qu'on ne pourra plus la proposer. Comme le ski, c'est difficile à prédire, mais voilà, il faut peut-être s'attendre à ça.
Si jamais il n'y a plus de neige à l'avenir, je pense qu'il faudra créer d'autres activités, imaginer d'autres activités. Chaque hiver, près de 400 millions de forfaits sont vendus dans les 2600 stations présentes dans le monde. Prise en étau entre le poids économique que représente le ski et la raréfaction de la neige en moyenne altitude, les stations sont désormais face à l'urgence. Il faut trouver des solutions. Et puisque la limite pluie-neige monte un peu plus d'année en année, il faut s'accrocher au manteau neigeux et pratiquer les sports de glisse à une altitude plus élevée. Voilà pourquoi, un peu partout en montagne, les fronts de neige où sont installés les accès aux pistes se déplacent. Un constat que fait Christophe Gauchon sur la commune d'Égey. Il est professeur de géographie à l'Université de Savoie. Le petit replat qu'on a en dessous de nous, il se trouve environ 300 mètres plus haut que la station elle-même. Et on voit qu'il est desservi par la principale télécabine des Chavannes qui arrive ici. Ça c'est l'endroit qui est intéressant parce qu'on voit la façon dont il a été aménagé pour constituer presque l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un deuxième front de neige, un petit peu plus haut en altitude. Et on a donc l'arrivée à la fois de la télécabine qui permet à la fois de monter les skieurs, quel que soit leur niveau de ski, et aussi de les redescendre, y compris quand il n'y a plus d'enneigement sur les pistes du bas. En remontant le front de neige de 1200 à 1500 mètres d'altitude, l'Égey gagne 3 semaines d'exploitation en moyenne par an, quel que soit le niveau d'enneigement. Et ce n'est pas tout. La station cherche à élargir son public en fidélisant les non-skieurs et les familles. Restaurants, pistes pour débutants, parcours ludiques. Ce second front de neige est une aire de jeu à ciel ouvert, où se côtoient enfants, parents et sportifs confirmés. Des profils qui ne se croisaient que rarement sur les pistes. Donc ce lieu, à lui seul, il résume assez bien les efforts qui sont faits depuis une dizaine d'années dans la plupart des stations pour essayer d'introduire une forme de diversité dans l'espace de pratique, qui ne soit pas seulement la piste côté vert, bleu, rouge, noir, selon sa difficulté, mais où on va essayer de capter différentes clientèles, là en l'occurrence beaucoup la clientèle des enfants, en essayant de leur raconter des histoires et les intéresser au ski, pas seulement à travers la pratique technique de l'activité, mais aussi à travers des petits éléments de jeu. On a un glissement qui est assez net du sportif, qui était à l'origine le moteur principal du ski, vers le ludique, parce qu'on va attirer les clientèles plus jeunes à travers cet aspect-là. Attirer un public peu ou pas sportif, c'est le deuxième volet d'une stratégie économique bien rodée. Mais il reste une problématique de taille. Le réchauffement climatique grignote un peu plus chaque année les précieuses semaines de sport d'hiver. D'ici à 2050, il y aura toujours de la neige, mais il n'y en aura pas pour tout le monde, car elle sera présente moins longtemps. Il va donc falloir trier. Alors quitte à avoir moins de skieurs, les stations misent désormais sur une clientèle plus fortunée, capable de combler le manque à gagner des années à venir. De façon générale, les stations, même quand elles ne prétendent pas au luxe, parce qu'il n'y a quand même pas de la place pour tout le monde, elles vont essayer effectivement de s'inscrire dans des démarches de montée en gamme, y compris des stations qui sont liées au plan neige, des stations des années 60-70, qui n'avaient pas du tout été conçues dans cette idée-là. Et cette montée en gamme, elle se traduit par quelques services qui sont assez symptomatiques. Moi, ce que j'avais identifié, c'était premièrement l'apparition de restaurants gastronomiques. C'est-à-dire, en plus de la fondue et de la tartiflette, des chefs étoilés qui vont s'installer en station et qui vont commencer à amorcer ce processus de montée en gamme. Et puis, quand la greffe a pris, eh bien, l'étape suivante, c'est la mise en place d'hôtellerie haut de gamme, 4 étoiles, voire 5 étoiles. Attirer une clientèle au sommet de l'échelle sociale, on est bien loin du plan neige des années 60 qui voulait démocratiser les vacances à la montagne. D'autant que ce modèle se démultiplie, y compris dans les stations historiquement populaires. C'est le cas de la station des Arcs, qui n'a pas hésité à investir 6 millions d'euros pour créer un lieu haut de gamme, au cœur des pistes, le Lodge. Un espace cosy,
où se retrouvent les amoureux de la gastronomie, prêts à y mettre le prix. On a fait l'effort de monter, c'est aussi pour avoir une dégustation de qualité, pour se sortir un peu des restaurants de piste et puis du B.A.-bas tout préparé, quoi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas skieurs, nous sommes des marcheurs, des promeneurs, parce qu'on partage le repas, le moment avec nos amis, là. Terrasse ensoleillée, déco branchée, carte élaborée. Tout a été pensé pour faire du lodge un véritable écrin, aux antipodes du traditionnel bar d'altitude. Service, on envoie la table 34, s'il vous plaît. Mais on ne change pas son ADN en une saison. La station des Arcs a toujours été une station familiale, destinée avant tout aux classes moyennes. Et un an plus tard, la station a dû revenir à ses fondamentaux, plaire au plus grand nombre. Pour Guillaume Rosetti, le directeur marketing de la station, vouloir monter en gamme trop vite a été clairement une erreur d'appréciation. Ici, donc, on est au cœur de la Folie Douce des Arcs, qui était anciennement le lodge, et au cœur de l'espace 1008, qui en 2014 avait été conçu pour être un laboratoire des nouvelles tendances en montagne. Depuis 2014, on a pu voir comment les clients réagissaient par rapport à ce concept. On a eu de très bons retours positifs. Et puis au niveau du lodge, on a eu peut-être quelques attentes qui n'ont pas été comblées. Nos clients nous ont demandé d'avoir une restauration diversifiée et également un lieu d'animation. Et finalement, le lodge n'a pas vraiment rencontré son public. C'est pour cela qu'on a décidé de renouveler vraiment le concept qui avait lieu dans ce bâtiment. Et on est allé faire appel à des professionnels qui travaillent déjà en montagne, qui connaissent le métier. Et on leur a demandé de nous apporter un nouveau regard sur cet endroit. En un an, le Chicissime Lodge est passé d'une atmosphère feutrée à une ambiance électrique. Désormais, le self côtoie la carte étoilée et de 10h du matin à 21h le soir, artistes, chanteurs et DJ maintiennent une animation constante. Une ambiance de boîte de nuit sur les pistes qui prennent des airs de cabaret ou de parc d'attractions. Non, clairement, ici, on n'est pas du tout dans un parc d'attractions. On est vraiment dans une montagne qui se veut accueillante pour tout type de clientèle. Il y a des personnes fidèles à la station qui se sont posées la question de l'évolution de ce concept par rapport potentiellement aux nuisances que cela pourrait créer. Mais clairement, ces personnes sont venues découvrir l'ambiance de la Folie Douce et ont été agréablement surpris. Et, les grands, les petits, les personnes qui skient moins, voire qui skient pas du tout. Et c'est un endroit dans lequel ces personnes-là peuvent se retrouver. C'est vraiment ça l'essentiel. Comme beaucoup de stations de moyenne montagne, les Arcs ont conscience qu'il faudra diversifier leur offre pour espérer contrer les problèmes liés au réchauffement climatique pendant la saison hivernale. Et les responsables tâtonnent pour trouver des solutions et se réinventer. Partout dans le monde, les stations sont confrontées aux mêmes problèmes. Et chacune lutte à sa manière. Armelle Solélac est spécialisée dans le marketing des sports d'hiver. Elle a voulu voir comment les autres pays se préparaient à l'inéluctable. Et pour ce faire, la jeune femme a visité 280 stations dans 27 pays et sur les 5 continents. Elle est la seule chercheuse au monde à avoir entrepris cette étude. Pour elle, la France est en retard et l'avenir des stations est incertain.
En France, malheureusement, on n'est pas forcément leader et pionnier en matière de diversification. Les Nord-Américains sont réellement les leaders sur le sujet. Les Suisses, les Italiens, les Autrichiens sont très forts aussi. Et je dirais, ceux qu'on voit moins et pourtant qui sont très très efficaces aussi, c'est les Scandinaves. Et on a vraiment à gagner à aller visiter, benchmarker, comme on dit, comparer ce que font les étrangers pour pouvoir importer leurs meilleures pratiques chez nous, mais aussi observer leurs erreurs pour éviter de les reproduire. Mais comment se diversifier concrètement? Quelles sont les solutions? Est-il possible de passer des vacances au ski sans faire de ski? Selon Armel Solélac, certains pays sont déjà en train d'amorcer la transition de façon radicale. Actuellement, on voit que certaines destinations se scénarisent énormément. Au Japon, par exemple, on a des destinations qui sont en fait annexées à des parcs d'attractions. Donc vous avez des grandes roues, des roller coasters et puis une remontée mécanique qui part vers des pistes. En France, on n'en est pas du tout à ce niveau-là, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre d'aménagements et d'infrastructures qui sont organisés de manière à pouvoir divertir et apporter une forme de changement aux consommateurs qui reviendraient d'une année sur l'autre. Et on voit comme ça un certain nombre de restaurants qui proposent des spectacles, un peu comme à la mode d'un cabaret ou d'une boîte de nuit en plein air. Donc ça se développe de plus en plus, oui. Selon cette spécialiste des stations de ski, la solution est toute trouvée. L'avenir des sports d'hiver passe par un changement profond des mentalités. En clair, il va falloir apprendre à aimer la montagne différemment. Selon moi, on assiste à la fin de l'hégémonie des sports d'hiver et on va changer de modèle. Dorénavant, on ne sera plus dans des stations de ski, mais dans des stations de montagne, où on va pratiquer une multitude d'activités de loisirs, comme des activités liées au bien-être, le yoga, le crossfit, le fitness, mais aussi des activités liées à la découverte du patrimoine local et du terroir. Ça peut être des cours de cuisine, ça peut être la découverte de bâtiments, ça peut être la découverte de la conquête des destinations et leur création par leurs pères fondateurs, tout un tas d'activités qui sont annexes au sport d'hiver d'une manière générale. Et je crois que le slow ski ou le slow tourisme d'une manière générale s'inscrit dans cette démarche qui n'est pas simplement de consommer une activité, mais de donner un maximum de sens à ce qu'on fait. Aimera-t-on encore la montagne quand elle ne prêtera plus ses flancs à la glisse ? Un proverbe populaire dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Or la montagne a encore bien d'autres charmes en réserve. Encore faut-il les faire connaître. Depuis quelques années, les stations rivalisent d'initiatives pour séduire ou reséduire leur public. Ski de randonnée en peau de phoque, parapente avec les aigles, yoga au-dessus des nuages. Certains vont même jusqu'à remettre au goût du jour d'anciennes pratiques oubliées, comme le ski joring. Des skieurs tractés par des chevaux. Jacques Fietrose est un ancien pisteur secouriste. Il fait découvrir cette pratique importée des pays scandinaves. Allez, c'est parti. Voilà, récupérer le cadre. Et c'est parti. Depuis 25 ans, il initie les curieux à cette activité qui connaît un réel essor. Le ski joring s'adapte à tous les skieurs, quel que soit leur niveau et leur âge. Quand j'ai commencé le ski joring était une activité qui se faisait après ski. Alors que maintenant, c'est une activité qui se fait tout au long de la journée. C'est-à-dire que la recherche de la clientèle est plus la même qu'autrefois, où l'on venait que pour faire du ski sur un domaine skiable. Maintenant, on vient à la montagne pour faire d'autres activités parallèles, avec une découverte de la montagne autre, dans la nature, avec le calme, dans la forêt, derrière un animal. Et ça, c'est de plus en plus important. On le voit chez les personnes qui sont de plus en plus connectées à Internet et tout ça, ont besoin des choses réelles, du vrai.
se reconnecter à la nature, prendre le temps de respirer, d'observer. Le ski joring répond aux besoins de citadins de plus en plus épuisés, en quête de nature, mais aussi de sensations fortes. Allez! Allez mon gros! Allez mon complet! C'est bien! Allez! 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 C'est bien! Paradoxalement, cette pratique vieille de 4500 ans est une alternative très crédible au ski pour les stations de basse et moyenne altitude. Car le ski joring est peu gourmand en neige. Pour la pratique du ski joring, moins on a de neige et mieux c'est pour le cheval, puisque lui, il ne va pas enfoncer. En général, peu de neige, mais de la bonne neige, donc c'est praticable même dans les stations plutôt basses qui actuellement ont pénurie de neige, de pouvoir créer une activité autour du cheval et du ski. Ça continue quand même de créer une activité autour du ski. Donc ça nous permet de pratiquer même avec 10 cm de neige. Pour Jacques Fietrose, le ski joring, c'est un mariage réussi. L'union parfaite entre la passion de la montagne et l'amour des chevaux. Allez gros. Couche. Ouais. Ouais. Là. Couche. Ouais. Ouais mon gros. Oh, ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien mon gros-père. Oh ouais. Oh, t'es content, hein? Oh oui, t'es content. T'es content mon gros. Allez, viens. Viens. Ouais, super, hein, mon gros-père. Il y a les pratiques que l'on ressuscite et il y a celles que l'on réinvente. C'est le cas de la très ludique et très polluante motoneige par exemple. À quelques vallées de là, la station des Jets prête volontiers le flanc et quelques mètres carrés de piste à 2 Géo trouvent tout. En l'occurrence Edwige et son époux Jérémy. Voilà, super. Et la dernière, là on est fermé là. Le dernier filet là. Et puis les clients vont arriver. Parfait. Génial. Ces deux Vendéens sont bien loin de leur milieu naturel. Et s'ils se sont installés ici depuis 3 ans, c'est pour mener à bien un ambitieux projet. Remplacer, à plus ou moins long terme, la motoneige à essence par sa petite sœur, électrique, silencieuse et écolo. Ok, donc voici notre premier prototype de motoneige ado, qui est une moto vraiment unique au monde parce que c'est la toute première qu'on a fait pour les adolescents. Elle ressemble exactement à la même motoneige qu'un adulte. À la droite, on a la gâchette d'accélérateur, à gauche, le levier de frein. Et surtout, on va avoir le leash de sécurité qui va nous permettre d'éteindre le moteur en cas de chute. On a la possibilité de soulever le capot, sous lequel à l'intérieur se trouve habituellement le moteur thermique qu'on a remplacé par la batterie, un moteur électrique et les composants électriques sont cachés sous la selle, boîte électronique, relais, etc. Et comme une démonstration vaut mieux qu'un long discours, le couple a ouvert une école de pilotage destinée aux enfants et aux adolescents, la première au monde. Nicolas, Gabi, vous êtes prêts? Ouais. On va s'équiper? Ouais. On y va. Venez dans ma caverne d'Ali Baba. Et ben voilà, des bonnes jeux de hamster, Nicolas. Est-ce que tu as besoin de tes lunettes quand tu roules? Je sais pas, des fois oui, des fois non. Ah ben on va les mettre alors, parce qu'il faut que tu voies le circuit, chouchou. Donc l'objectif était vraiment de sensibiliser les enfants à la pratique d'un véhicule électrique, pour le respect de l'environnement et surtout pour la pratique en milieu de montagne. Le projet est d'autant plus étonnant qu'il émane de 2 fous de sport mécanique. Aujourd'hui des motards repentis, convaincus que la vérité est ailleurs que dans le pétrole.
Donc on est passionné de sport mécanique, aussi bien le thermique que l'électrique, mais on habite dans des coins juste paradisiaques et on ne se voyait pas ramener en montagne les sports mécaniques autrement que par l'électrique, parce qu'on pense que c'est vraiment l'avenir. Contrairement aux idées reçues, la pratique de la motoneige est très réglementée en France. Seuls les secouristes de haute montagne ont le droit d'utiliser ces engins en dehors des circuits. Pour les autres, il faut se contenter de quelques centaines de mètres dûment balisés, sous la surveillance d'un moniteur diplômé, comme Mathieu par exemple. Ouais, est-ce qu'il y a des parents qui veulent faire des photos sur les motos avant de commencer? Oui, je vais les installer. Il y a 2 ans encore, Mathieu travaillait dans l'industrie. Depuis, il a raccroché la cravate et passé son diplôme de moniteur, convaincu par le projet de Jérémy et d'Edwige. Allez, on lève la tête, on me regarde, on appuie doucement et tu viens t'arrêter devant moi. Très bien, appuie un petit peu plus fort et on s'arrête. Ok, c'est tout bon. Du coup, tu peux commencer ton premier tour doucement, c'est parti. Quand ils n'ont jamais vu de voiture électrique ou d'autres appareils électriques de mobilité, ils voient vraiment que là, il n'y a pas de fumée et qu'on est vraiment dans un environnement atmosphérique sain. Et en plus, le fait que ça soit électrique, on peut leur parler pendant qu'ils roulent. C'est un gros avantage par rapport au thermique. Quand on prend des enfants en moto thermique, on est obligé de les arrêter pour leur expliquer. Là, on arrive quand même à leur parler pendant qu'ils roulent. Et ça, c'est également un gros avantage. Allez Léo, regarde, tu as le droit d'appuyer un petit peu plus fort si tu veux veux aller un peu plus vite. Tu n'es pas obligé d'appuyer à fond, d'accord? On regarde là où on va, tourne la tête, on regarde devant et c'est parti. Essaye de ne pas donner d'un-coup, Nicolas. Comme ça, doucement. Allez, c'est parti. Très bien, Gabi. Depuis son lancement en 2016, la petite école du couple s'est développée. Aujourd'hui, Edwige et Jérémy ont ouvert 2 autres circuits et ils ont notamment lancé à Megève la version adulte de leurs engins. Prochaine étape, créer une motoneige suffisamment autonome pour pouvoir être utilisée par les pisteurs secouristes. Au début des années 60, les sports d'hiver se démocratisent à vitesse grand V. Pour satisfaire la demande, le gouvernement de l'époque lance les plans neige, à savoir la construction massive de stations flambant neuves en moyenne et haute montagne. Aujourd'hui, certaines d'entre elles sont labellisées patrimoine architectural du XXe siècle. Une corde en plus aux arcs, qui justement cherchent à proposer autre chose que du ski à ses visiteurs. Chaque jour, Jean-Marie Chevronnet, guide conférencier, fait découvrir ce patrimoine lors d'une balade sur le front de neige. Ici, on a des terrasses et ces terrasses sont décalées les unes par rapport aux autres, environ sur une pente de 30%. Ce qui permettait, là, on a le coucher du soleil, on le voit bien, que le soleil rentre dans les appartements et on a environ 3/4 d'heure de soleil en plus dans ce type d'architecture. Si la station a décroché son label, c'est grâce à un homme, Roger Godineau, le promoteur de l'époque. En bon visionnaire, il s'entoure d'une équipe d'architectes qui va révolutionner l'urbanisme en montagne en couchant littéralement les immeubles dans la pente, afin que rien ne vienne gâcher le panorama. C'est conçu comme une tour de 21 étages qui est basculée dans la pente. C'est-à-dire qu'en architecture, on a 21 étages. Sur celui-là? Oui, en fait, c'est comme si tu avais 21 étages et on les bascule dans la pente. Et là, on voit finalement que l'architecture, elle s'intègre avec le paysage. Si Roger Godineau confie la conception des immeubles à des hommes, il fait de l'aménagement intérieur une affaire de femme, mais pas n'importe laquelle. Dès le début du projet, il fait appel à une star du design, la très savoyarde et très avant-gardiste Charlotte Perriand. C'est elle qui, pendant plus de 20 ans, va concevoir chaque appartement de la station dans les moindres détails. Là, petit détail qui a été en partie sans doute imaginé en lien avec Charlotte, c'est ces boîtes aux lettres tournantes. À l'intérieur, finalement, il n'y a pas de décor. D'ailleurs, il y a une citation de Le Corbusier qui dit « Les arts décoratifs du XXe siècle n'ont pas de décor ». Et dans cette réflexion, Charlotte Perriand, ici, va amener des choses très simples. L'utilisation du bois
du métal, des couleurs primaires. Et finalement, quand on est à l'intérieur, eh bien, le décor qu'on a, c'est la montagne. C'est la raison pour laquelle on n'a pas ici de vis-à-vis d'un bâtiment par rapport à l'autre. Féministe avant l'heure, cette ancienne élève de Le Corbusier entend bien libérer la ménagère des années 60 et lui offrir à elle aussi de vraies vacances. C'est pour elle qu'elle imagine des cuisines ouvertes et du mobilier facile d'entretien, ultra minimaliste, inspiré de ses nombreux voyages au Japon. Dans le regard du Japon, les bâtiments vont s'ouvrir sur l'extérieur. Il y a une relation très importante des Japonais avec leur paysage. Et là, l'architecture va procéder de l'intérieur et venir vers l'extérieur, et inversement. Artiste à part entière, Charlotte Perriand n'a longtemps été connue que des seuls puristes. Mais depuis l'été 2000, ses visites guidées réparent cette injustice en permettant à un public de vacanciers de découvrir son travail. Un promoteur ou une station dans lequel on a un groupe d'architectes qui va travailler, et notamment Charlotte Perriand qui vont travailler pendant 20 ans, c'est extrêmement rare dans les stations de ski. Donc, et en même temps, c'est un principe de station intégrée. Et donc, c'est pour ça que, quelque part, on a cette histoire à raconter. La visite architecturale des Arcs répond au besoin de diversifier les activités en montagne et le patrimoine attire de plus en plus de vacanciers. On a des personnes qui ne skient pas, qui viennent ici pour se reposer, pour lire ou profiter de la montagne. Et ces visites-là s'intègrent tout à fait dans cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'elles offrent aussi une autre manière de pratiquer la montagne. On peut pratiquer la montagne avec des activités sportives ou des activités culturelles. Comment finalement on va visiter une église baroque, comment on va visiter une chapelle du XVe siècle, on va découvrir des fresques. Pourquoi ne pas découvrir finalement l'architecture du XXe ? Chaque année, plusieurs centaines de touristes suivent les visites de Jean-Marie. Une activité qui redonne du sens à des vacances dont l'objectif premier n'est pas toujours culturel. Valoriser l'architecture, mais aussi valoriser le terroir. C'est peut-être une autre solution pour ceux qui vivent de la montagne. Conscients des changements qui s'opèrent autour d'eux, de plus en plus de jeunes montagnards délaissent les métiers liés à l'économie des sports d'hiver pour revenir au savoir-faire de leurs grands-parents. C'est le cas de Manu, 25 ans, et éleveur depuis seulement 6 mois. Le ski, chez nous, c'est hyper important, mais moi j'ai pas choisi cette voie-là. Je pense pas que l'avenir de la montagne ira sans le ski, en tout cas pour tout de suite. Mais moi j'ai choisi cette voie-là parce que oui, ça devient de plus en plus compliqué avec les changements climatiques actuels. Mais je pense pas qu'on puisse dissocier les deux pour le moment. Il est 5 h du matin. C'est l'heure de la traite des 80 chèvres de Manu et de sa compagne Léa. Allez. Un rituel dont les deux jeunes Haut-Savoyards s'acquittent religieusement tous les jours sans interruption. Vas-y. Ils ne comptent plus leurs heures de travail. On travaille à peu près de 5 h du matin à 20 h le soir. On s'arrête pour manger quand même. 15 heures de travail quotidien minimum, mais apparemment avec d'agréables compagnons. D'être au contact des chèvres, c'est plaisant. On n'est pas emmerdés, hein. Elles sont pas chiantes. Bien que cette région soit réputée pour ses fromages de vache, Léa et Manu ont choisi la production laitière de chèvres, car elle comporte quelques avantages. C'est vrai que pour moi, ça me permet aussi de pouvoir manipuler les animaux sans trop de contraintes. Les vaches, c'est pas pareil, quoi. Et puis, c'est pas les mêmes coûts d'installation quand on construit un bâtiment. Les vaches, c'est tout de suite beaucoup plus imposant. Pour faire construire cette chèvrerie de 600 mètres carrés, le jeune couple n'a pas hésité à s'endetter à hauteur de 500 000 €. Leur exploitation est sortie de terre en à peine 5 mois. Et depuis, fini les sorties, terminé l'insouciance. Il y a punaise, non, à la fin? Ah non, c'est pas ça. Il y a toujours
Voilà, il y a toujours un problème à régler en permanence. Si c'est pas les chèvres, c'est les cabris. Si c'est pas les cabris, c'est le fromage. Si ce jeune couple travaille d'arrache-pied, c'est qu'il espère bien produire 13 000 fromages pour cette première année. Des produits qu'ils vendent essentiellement dans les régions savoyardes. Donc on vend toute notre production en circuit court, c'est-à-dire à des supermarchés en direct, des épiceries fines ou des restaurateurs. Je te laisse finir, je vais chercher mon lait. Ouais. Léa travaille déjà depuis plus d'1 heure, mais la pause n'est pas pour tout de suite. Après la traite des chèvres, la jeune femme enchaîne, côté fromagerie cette fois. Alors du coup là j'ai récupéré la traite du matin qui n'a pas du tout été refroidie, donc elle est encore à peu près à 26-27 degrés. Et du coup j'en profite qu'elle soit encore, que le lait soit encore chaud pour l'ensemencer en ferment, pour partir en affinage. Et du coup je retourne aux animaux. Pendant l'hiver, les jeunes agriculteurs reçoivent la visite de promeneurs qui viennent acheter leur fromage fraîchement démoulu. Une clientèle essentiellement constituée de touristes. Nous, d'un côté, on ne peut pas trop, entre guillemets, cracher sur la soupe parce que c'est vrai que nous, ça nous permet, pendant la saison d'hiver, de pouvoir accueillir du monde et pouvoir vendre nos fromages comme il se doit. Mais c'est vrai qu'on a besoin quand même de cette clientèle qui vient à nous. Nous, les sports d'hiver nous permettent d'accueillir du monde en saison d'hiver. Pour ce faire, ils ont même prévu une petite boutique. Et c'est ici que les deux jeunes gens s'autorisent enfin à s'asseoir pour un rapide petit déjeuner. Car la journée est loin d'être terminée. Aujourd'hui, Léa et Manu attendent de la visite. Et ben justement, cet après-midi, on reçoit un groupe Pour une visite de touristes. Voilà. Donc on va faire découvrir un peu donc la chèvrerie, notre parcours, ce qu'on vit. Essayer de partager ce qu'on vit au quotidien. Et nos produits. Nos produits, ouais. On fait une petite dégustation. Voilà, c'est sympa. Tout le monde passe un bon moment. Pour le jeune couple, ces visites groupées sont essentielles car la saison de ski est la plus propice pour se faire connaître auprès du plus grand nombre. Si plus de 4 millions de Français passent chaque hiver des vacances à la montagne, c'est surtout pour le cadre et la nature exceptionnelle qu'offre cette destination. La randonnée raquette est sans doute le meilleur moyen d'en apprendre davantage sur la faune et la flore des montagnes. Mais on grimpe un peu aujourd'hui ou pas du tout ? Ah oui, ça grimpe même pas mal. Non, vous verrez, c'est vraiment très joli. On n'est pas loin du compte là. Ça y est, c'est bon, ouais, extra. Là, je vais mettre d'abord l'intérieur, voilà, parfait. Donc au début, vous allez voir, on va monter, ça va monter un petit peu, même pas mal. Et puis après, on va arriver dans des zones de tourbières, des zones humides. D'accord ? Alors on va aller voir ça de plus près. Dominique Maire, guide de moyenne montagne, accompagne une douzaine de randonneurs sur un site qu'il tient à garder secret, afin de le préserver au maximum de l'impact de l'homme. Cette forêt regorge d'oiseaux en tout genre, et certains laissent même leur empreinte sur les arbres. Bon, alors là, il y a un truc assez intéressant. Je sais pas si... Voilà. Sauf que c'est pas un pivert. Sur ce coup-là, c'est pas un pivert. Mais ça sera sans doute un pic noir. Et donc ça, c'est assez typique du pic noir. Donc le pic noir, c'est le plus grand des pics. Voilà. Donc c'est eux qui font ça. Alors ça, c'est pas pour se loger, hein, c'est surtout pour manger. Donc ils vont chercher tout ce qui est insectes, voilà. Avec une particularité qu'ils vont chercher ça avec leur langue. La langue qui peut dépasser à peu près de ça de leur bec. Et en fait cette langue va se rentrer à l'intérieur de leur crâne. Et c'est ce qui va servir d'amortisseur. Hein. C'est-à-dire que quand le pic va taper comme ça, et ben, il va avoir cette langue qui va justement l'amortir.
Parce que les pics, vous savez, quand ils tapent fort, ils peuvent faire des fois 20 000 coups par jour. Hein. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu un tambourinage? Vous entendez? D'accord. Voilà. Cette randonnée raquette est une plongée au cœur d'une nature sauvage et resplendissante. Avec un guide qui tient également à faire découvrir les particularités du milieu local, comme les zones humides. Voilà, donc on est dans un espace ici qui est assez ouvert et c'est du fait que là on est sur une zone humide. Alors toutes les zones humides ne sont pas des tourbières, mais là en l'occurrence c'en est une. Ce qui fait qu'en fait les zones humides sont des endroits qui sont extrêmement riches pour plusieurs choses. D'abord, c'est un réservoir puisque ça fait tampon. Donc c'est une espèce d'éponge, voilà, c'est une espèce de grande éponge. C'est aussi la mémoire de l'humanité parce qu'on va trouver en faisant des carottages, on peut trouver par exemple des graines ou des pollens qui datent de plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et de là, eh bien, on va en déduire la végétation qu'il y avait à cette époque-là, à cet endroit-là. Et non seulement on aura déduit la végétation, mais si on déduit la végétation qu'il y avait, on en déduira forcément le climat. Donc les zones humides, ce sont des trésors. Hein. Ce sont des trésors qu'on a et qu'on a beaucoup détruits et qu'on s'aperçoit maintenant qu'il ne fallait pas les détruire, quoi. Avec les années, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact du réchauffement climatique sur la végétation et sur les insectes? De se rendre compte de visu comme ça, pas franchement, c'est-à-dire sur le nombre d'insectes, etc., non. Par contre, moi qui m'intéresse beaucoup aux oiseaux depuis longtemps, de voir moins d'oiseaux, ça c'est sûr. En plus, la limite pluie-neige, on la voit quand même monter inexorablement, ça c'est sûr. Donc oui, ça se connaît au niveau... Enfin, en hiver avec la neige, oui, ça se connaît. Ces randonneurs sont essentiellement des non-skieurs qui ont préféré chausser des raquettes pour pratiquer une activité physique, mais aussi pour s'instruire. Notre activité, elle répond déjà à une certaine demande. Il faut savoir qu'en moyenne, je dis bien en moyenne, sur une saison, c'est à peu près 50% de gens qui ne skient pas. Donc ça répond à une certaine demande. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, alors certains font rien, vont plutôt en terrasse, et, voilà, et d'autres essayent de faire la démarche de faire une activité. Donc la raquette répond à ça. Il y a beaucoup de gens quand même qui s'intéressent à ça et qui viennent vraiment pour découvrir un peu plus la montagne enneigée, quoi. Et des choses qu'ils n'ont pas à portée de main forcément, hein, quand on n'habite pas en montagne forcément. Voilà. Donc c'est une découverte pour beaucoup. Voilà. Après 2 heures de marche plus ou moins intense, la récompense se trouve tout en haut. Une vue majestueuse sur la chaîne du Mont Blanc. Bon, alors c'est une belle vue, hein. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne 2-3 noms? Oui. Je ne vais pas aller au doute parce que je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais... On va partir du Mont Blanc, d'accord? Donc tout le monde voit le Mont Blanc. C'est le plus haut là. C'est le plus haut qui est en dôme là, d'accord? Voilà. Après, si on regarde sur la gauche, il y a un petit pic, d'accord? Qui s'appelle le Mont Maudit. Donc le Mont Maudit, et après le Mont Maudit, on voit encore une montagne assez grosse là, un petit peu cachée, qu'on appelle le Mont Blanc du Tacu. Et après, dès qu'on regarde sur la gauche, on arrive sur une aiguille qui a une grande ligne d'arête à sa gauche. Ça, c'est l'aiguille du Midi. Pour Dominique Maire, ces marches sont aussi le moyen de sensibiliser les randonneurs aux problèmes environnementaux. Oui, bien sûr que les gens sont intéressés quelque part. Certains sont même catastrophés quelquefois parce qu'ils se disent oui, mais que faire, comment faire, quoi. Voilà, c'est vrai je pense qu'il y a des prises de conscience. Par contre, ça, j'ai déjà remarqué dans les gens qui viennent avec moi qu'il y a vraiment une prise de conscience, mais souvent un baissage de bras, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Plus d'1 million d'espèces animales sont menacées d'extinction à travers le monde. La France figure parmi les 10 pays qui en hébergent le plus. À travers son activité, le guide espère endiguer ce phénomène
en transmettant son savoir. J'ai des petits-enfants et j'espère qu'ils pourront voir ce que je vois. Parce que en fait, moi j'ai vu des choses que mes propres enfants n'ont pas vues. Certains animaux qui ont disparu, je pense par exemple au grand coq de bruyère, au grand tétras. Moi j'ai eu la chance de voir, même de filmer, de photographier. Et mes enfants n'ont jamais eu la chance de le voir. Et je ne voudrais pas que ce soit une escalade justement et que mes petits-enfants puissent quand même connaître les merveilles qui nous entourent, quoi. C'est reparti pour 2 heures de promenade en sens inverse. Et quand une randonnée se termine, une autre se prolonge à quelques kilomètres de là. À la chèvrerie des Félires, un petit groupe a rendez-vous avec Léa et Manu. L'école de ski français propose dans la quasi-totalité des stations un forfait de randonnée raquette à la semaine, pour une centaine d'euros. Un tarif 2 à 3 fois moins onéreux qu'un forfait de ski classique. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Avec le beau temps. Bonjour. Manu. Bonjour. 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 Manu. Donc bienvenue à la chèvrerie des Félires. Voilà, donc c'est une activité qui est toute nouvelle. C'est un projet qu'on a mûri pendant 3 ans. Voilà. On va déjà commencer par vous faire visiter la chèvrerie. Voilà, si vous voulez bien. Après, on passera du côté de la fromagerie. Oui. Allons-y. On y va. Non contents d'avoir créé leur activité, Léa et Manu ont eu l'idée de valoriser la chèvrerie en l'ouvrant aux Tout de suite touristes. à droite. Tout neuf, quoi. Ouais, tout neuf. Coup de chance, leur fromagerie se trouve à 1500 mètres d'altitude, sur un des plus beaux parcours de randonnée de la région Haute-Savoie, au pied du mont Cali. Voilà. Donc là, il y a combien d'animaux? Voilà, donc ici il y a 80 chèvres en tout. Donc une cinquantaine ici, qu'on traite depuis le mois d'octobre. Donc du coup, elles ont fait des cabris au mois d'octobre. Combien de kilos de fromage vous produisez? Alors, on transforme à peu près 80 000 litres par an. Voilà. Est-ce que la montagne impose des races de chèvres particulières ou c'est aussi bien des races qu'on peut trouver dans les plaines? C'est pas vraiment la montagne qui impose ça, mais c'est plutôt les cahiers des charges des produits. Des AOP. Des AOP. Donc là, on a une race alpine chamoisée. Donc c'est une race du coin. Quand le jeune couple a acheté ses premières chèvres, elles étaient toutes gestantes. Résultat, une vingtaine de chevreaux sont arrivés à la fin de l'hiver. Voilà. Désormais, Manu et Léa se retrouvent à la tête d'une centaine de bêtes. Alors ça, c'est un joint de bocaux. En fait, quand elles naissent, on leur met un joint de bocaux avec le prénom de la maman dessus. Comme ça, on traite la maman et on sait quel lait va à quel cabri. Pascal Nanjou est moniteur de ski et guide de moyenne montagne. Chaque hiver, il propose des randonnées à thème aux vacanciers. Une initiative qu'il a débutée en 2000, quand il s'est rendu compte que le public des sports d'hiver était doucement en train de muter. Il y a on va dire une vingtaine d'années, les gens c'était ski. On pensait qu'au ski. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans les stations, qui ne viennent pas skier. Ce sont des gens qui veulent découvrir. Alors bien sûr, il y a des musées, et il y a de plus en plus de choses qui sont intéressantes. Et nous, les raquettes, on essaye d'associer le patrimoine vivant, justement, comme on vient voir Léa et Emmanuel. On essaye d'associer justement l'envie de découverte. Et puis, le tout fait qu'à la fin de la sortie raquette, les gens ont passé un moment merveilleux. Et c'est l'ensemble de tout ça, de tous les jours, qui va donner une nouvelle image au terroir, une image au territoire. Et ça fait partie d'un complément, car on doit penser à tout le monde, ça c'est certain. Je suis citadine depuis toujours et j'avais envie de venir à la rencontre de jeunes fermiers. C'est un univers que je ne connais pas du tout. Moi, je vais de temps en temps au salon de l'agriculture, mais à part ça, il est très rare que je me rende dans une ferme. Mais dans le petit groupe, il n'y a pas que des touristes. Antonin, 20 ans, est originaire de la région. Le jeune homme rêve d'être moniteur de ski comme Pascal. Lui aussi réfléchit à diversifier sa future activité, car l'avenir de ce métier reste incertain.
Forcément, c'est inquiétant parce que je suis assez jeune et ça fait peur parce que quand on voit un petit peu l'économie qui tourne tout autour du ski et des sports de glisse, c'est important de s'inquiéter et de voir comment vont évoluer les choses. Je pense qu'à l'avenir, en tout cas dans les stations de ski, on va devoir s'adapter parce que ce sera une nouvelle clientèle, il faudra orienter vraiment notre clientèle, à les habituer en fait à un autre mode de consommation. Mais après on ne sait pas de quoi est fait l'avenir pour le moment, mais donc on verra bien. Il est temps pour le petit groupe de partir. C'est celui-là, oui, voilà. Mais avant, passage obligé par la boutique pour une dégustation. Bien, votre réussite. Ouais, merci. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. De plus en plus de vacanciers profitent des joies de la marche en altitude chaque saison, avec peu ou beaucoup de neige. Et c'est peut-être dans ce retour aux choses simples que réside le futur de la montagne. Pourtant, près de 90% des profits réalisés par les stations sont encore consacrés aux remontées mécaniques et à la pratique du ski. Un paradoxe qu'il faudra sans doute repenser à l'avenir. Alors en 2050, nous skierons peut-être moins longtemps, nous serons peut-être obligés d'aller chercher la neige plus haut, mais ce n'est pas parce que les sports d'hiver tels que nous les connaissons sont menacés que les vacances à la montagne de demain n'ont pas un avenir assuré.